36. Merci d'être avec nous. Nous allons parler de ce conflit Arménie-Azerbaïdjan, mais au-delà du conflit, de la situation du Haut-Karabakh. Alors, il va falloir bien expliquer quand même à nos auditeurs, parce que je suis persuadé qu'encore beaucoup ne comprennent pas où est, ce qu'est et quelle est l'histoire du Haut-Karabakh. Alors, nous avons un historien avec nous, Jean-Christophe Buisson, qui est journaliste au Figaro Magazine, spécialisé en histoire. Nous avons Anne-Laurence Pétel, qui est députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci d'être là. Alors, très vite, le Haut-Karabakh, qui veut nous rappeler l'historique de ce territoire. L'un ou l'autre, comme vous voulez. Jean-Christophe est sans doute le placé pour ça. Jean-Christophe Buisson. Vous connaissez aussi bien ce sujet que moi, Anne-Laurence. C'est un territoire qui existe, est arménien depuis à peu près 25 siècles, donc bien avant l'ère chrétienne, qui est peuplé par des Arméniens depuis 25 siècles, qui, au gré de l'histoire, des invasions, puisque on est dans un territoire, on est dans le Caucase du Sud, très montagneux, un territoire qui est envahi par et qui est un peu un jeu des empires, de l'empire russe, de l'empire turc, de l'empire perse pendant des siècles. Donc le Haut-Karabakh est protégé d'une certaine manière, enfin l'Artsar exactement, c'est le nom arménien, est protégé par ces montagnes de toutes ces invasions, donc reste arménien avec une population tout le temps arménienne. Et puis au 19e siècle, la Russie conquiert ces territoires, intègre l'Artsar, ce sont des principautés, ce sont des dans cette espèce d'empire d'influence russe. 14-18, la guerre éclate, l'empire russe s'effondre, l'empire ottoman s'effondre, et à ce moment-là, c'est la Turquie qui avance. La Turquie qui avance et en même temps les bolcheviks qui avancent. Et tout ce petit monde se partage ce territoire. J'essaie de faire très court parce qu'on n'a pas 3 heures. Et l'Artsar qui est peuplé d'Arméniens, eh bien, est intégré non pas à l'Arménie qui vient de déclarer son indépendance, mais à l'Azerbaïdjan qui elle-même vient de déclarer son indépendance. Mais l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Géorgie, qui sont les 3 pays du Caucase du Sud, sont intégrés à l'Union soviétique. Oui. Et Staline, lorsqu'il dessine les frontières, décide de faire une sorte de peau de léopard. C'est-à-dire qu'il y a des territoires arméniens, il les intègre à la République socialiste d'Azerbaïdjan, des villages azéris, il les intègre à la Géorgie, etc. Parce qu'il a peur que les identités nationales, à un moment, prennent le dessus. Il est géorgien d'origine. Il n'est pas fou. Il a eu raison, puisqu'en 91, tout ça s'effondrera sous la poussée des nations, des nationalismes et des patriotismes. Donc la situation est que cet Azerbaïdjan qui vient d'être créé 1918, parce qu'il faut rappeler en 2 mots que l'Azerbaïdjan est une création artificielle, donc de 1918, c'est quoi l'Azerbaïdjan? C'est des Tatars de Crimée qui ont été chassés par Catherine II du nord du Caucase, qui sont allés dans cette région et qui se sont mêlés à des Azéris, les Azéris étant une ethnie du nord de la Perse, de l'Iran aujourd'hui. Aujourd'hui encore, il y a une région au nord de l'Iran où il y a 15 millions d'Azéris. Et donc cet État artificiel intègre l'Artsar, le Karabakh et le Nakhitchevan d'ailleurs, qui est une autre région peuplée d'Arméniens à l'époque, dans cette structure. Donc le droit international dont se targue aujourd'hui Aliyev, c'est le droit de Staline. Il faut avoir bien ça en tête. En 1991, et j'en ai terminé, l'URSS s'effondre, tous ces petites régions de ces pays déclarent leur indépendance, comme l'Ukraine, comme la Biélorussie, comme le Kazakhstan, et l'Azerbaïdjan déclare son indépendance, l'Arménie déclare son indépendance, et l'Artsar dit nous, on veut être indépendants, les Azerbaïdjans, puisqu'il y a 95-99% d'Arméniens, qu'on est une terre arménienne, et l'Azerbaïdjan refuse. Ah non, ça nous appartient. Vous nous appartenez. Non, on est arménien. Non. Guerre, 94, se termine, l'Arménie l'emporte, et depuis 30 ans, la situation est gelée, l'Azerbaïdjan n'a de cesse de dire on veut récupérer ce territoire, même s'il est arménien territorialement et ethniquement. Et c'est ce qui est arrivé là, avec cette guerre éclair en 2020, puis en 2023, où finalement, cette région comme elle était peuplée d'Arméniens et que l'Azerbaïdjan est une dictature qui traite les Arméniens comme des chiens, eh bien toute la population s'est bien. Alors j'ajouterai 2 choses. J'ajouterai d'abord que la Russie jusque-là essayait de maintenir une forme d'équilibre, mais aujourd'hui la Russie a plus ou moins abandonné l'Arménie. On est bien pour d'autres raisons, la guerre en Ukraine notamment. La Russie s'est un peu plus tournée vers l'Azerbaïdjan. Ça, c'est une première chose. Il y a tellement d'influence dans cette région du Sud-Caucase, influence venue de partout. Les Turcs qui sont là, évidemment, très influents, très proches des Azéris. Nous avons aussi les Iraniens qui, eux, sont plutôt proches des Arméniens parce qu'ils craignent, vous l'avez dit, il y a des Azéris en Iran, donc ils craignent tout à coup une révolte des Azéris. Enfin bon, tout ça, c'est très mélangé. La situation aujourd'hui, quelle est la situation aujourd'hui ?
C'est vrai qu'on est dans un magma géopolitique et géostratégique. Et c'est extrêmement difficile à comprendre. Mais ce qu'il faut... Laurence Pétel, la situation aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Haut-Karabakh... La situation aujourd'hui, c'est que le Haut-Karabakh est vidé de sa population. Voilà. C'est qu'il y a eu un exode massif. Combien 100 000 personnes 100 000 à peu près aujourd'hui, qui sont répartis sur toute l'Arménie, dans les villages. Qui sont partis vers l'Arménie. Et qui sont partis vers l'Arménie précisément. Oui. Après 9 mois, il faut bien le dire, de blocus. Pratiquement 10 mois d'un blocus, dont 2 ou 3 mois d'un blocus total, c'est-à-dire pas de vivres, pas de carburant, rien du tout. Pendant 3 mois, ils ont été assiégés, et ensuite une guerre éclair qui a duré 24 heures à peu près, massive, et qui les a obligés à partir. Quand on entend l'ambassadrice d'Azerbaïdjan en France dire ils sont libres de partir, c'est une vaste blague. Cette dame est hors de propos. Les Arméniens du Haut-Karabakh savaient que s'ils ne partaient pas, ils étaient massacrés. Bon, ils sont partis, donc aujourd'hui sur ce territoire qui fait quoi, 1600 Non, 2000, enfin qui faisait 2000 km². 2800, c'est grand comme le département du Rhône à peu près, si vous voulez. Le département du Rhône, combien d'habitants restent-ils sur place ? On n'en sait pas grand-chose pour le moment, parce que de toute façon, sur place, vous avez une pseudo-mission de l'ONU qui vient du bureau de l'ONU de Bakou, diligentée en fait par Aliyev, et qui dit il y a entre 50 peut-être et 1000 personnes. Donc en fait, même sur tout le territoire. Sur le territoire du Haut-Karabakh. Ce qui veut dire qu'il en manque théoriquement 20 000 par rapport aux 120 000 habitants en théorie. Donc soit ils sont des disparus, soit c'est dans tous ces villages dont on n'a pas de nouvelles, avec des gens qui n'ont pas pu rejoindre Stepanakert, la capitale, puis prendre les bus pour rejoindre l'Arménie. Soit la population n'était pas de 120 000 habitants, soit des gens n'ont pas été déclarés. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un territoire vide d'Arméniens. Mais il y a des enquêtes à faire. Mais est-ce que le territoire est repeuplé par des Azéris ? Il va l'être. Je peux même vous le dire, je peux même vous annoncer là tout de suite qu'il va être repeuplé par des Azéris qui parlent arménien. Et je peux même vous annoncer que dans 15 jours, il y aura des reportages où on interrogera des gens qui parleront arménien. On dira non, moi je suis arménien, mais je suis très heureux de rester en Azerbaïdjan. Alors que ce sont des Azéris. On sait tout à l'avance de ce que fait ce dictateur. On connaît toutes ses combines. Aliyev veut paraître aux yeux de l'Occident comme quelqu'un qui respecte le droit. C'est pour ça que Jean-Christophe Buisson l'a très bien dit, au regard du droit international, mais pas du droit des peuples, ce territoire était en territoire azerbaïdjanais. Donc il dit « je respecte le droit international ». Donc il va essayer de montrer... Mais d'ailleurs l'Arménie l'a reconnu. Il va essayer de montrer un village témoin. L'Arménie l'avait reconnu. Pachinian qui essaye de sauver sa peau et son pays et son intégrité. Je pense que c'est un sujet aussi dont il faut parler. L'Arménie n'avait pas reconnu l'Artsakh en tant que l'intégrité du territoire azerbaïdjanais, qui sous-entendait qu'il acceptait l'idée que le Haut-Karabakh, c'est bien ce que certains lui reprochent aujourd'hui, mais lui il est dans une autre perspective, c'est de sauver l'Arménie aujourd'hui, qui est en danger. La prochaine guerre, c'est celle du Sunnik, c'est celle du Sud. Il faut avoir cette guerre d'avance. C'est-à-dire que vous pensez que la prochaine guerre, c'est une invasion, un envahissement de l'Arménie par les troupes azéries. Mais Jean-Jacques Bourdin, aujourd'hui, les troupes azéries, elles occupent 140 km² du territoire souverain de l'Arménie. C'est une réalité. Oui, oublions même le Haut-Karabakh. Depuis mai 2022, et ensuite les 13 et 14 septembre 2022, des troupes azéries ont bombardé plusieurs villes d'Arménie, dont Djermouk, où nous sommes allés en avril avec la ministre, et nous avons vu ces positions azéries qui sont entrées en territoire arménien. Alors, nous allons essayer de comprendre, grâce à vous, je vous remercie vraiment d'être là, ce que l'on peut faire, ce que l'on doit faire, et quelles sont éventuellement les solutions et les décisions à prendre. Il est 9h44, nous allons observer une petite page de pub, à tout de suite. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. La situation au Karabakh avec Jean-Christophe Buisson et Anne-Laurence Pétel. Alors ce matin, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, était chez nos confrères d'RTL. Elle a dénoncé une épuration ethnique. Vous employez les mêmes mots. Bien sûr. Épuration ethnique. Nettoyage ethnique. Bon, au Karabakh, et s'est montré favorable à l'instauration de sanctions européennes contre l'Azerbaïdjan, y compris contre la famille du président Aliyev. Là aussi, j'imagine que vous êtes d'accord. C'est parce que peut-on faire et que doit-on faire ? On est quelques-uns à le réclamer depuis des semaines et voire des mois, parce que dans le jeu, puisque le sujet c'est un petit peu est-ce que la France en fait assez ? D'un point de vue humanitaire, là au moment où vous parle, évidemment qu'elle en fait assez. Évidemment que c'est le pays leader en Europe qui vient en aide aux Arméniens maintenant qu'ils sont blessés, mourants, malades. Ce qu'on voudrait, c'est quand même à un moment donné aussi éviter que ça se reproduise.
comme là, ça aurait pu être évité d'être reproduit, comme en 2020. Moi, j'avais accompagné Jean-Baptiste Lemoyne en Arménie dans les hôpitaux. Oui. Eh bien, ça a recommencé 3 ans après. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que ça se reproduise ? Il faut sanctionner l'Azerbaïdjan. On a réclamé il y a 10 jours, il a fallu qu'on le réclame, certaines personnes, notamment des Arméniens, mais pas seulement, que le comité d'amitié, le groupe d'amitié France-Azerbaïdjan s'autodissolve. Il a fallu qu'on le demande, ils l'ont pas fait spontanément. Qui le préside ? Il faudrait que les avoirs... Nos députés. il a fallu qu'on leur demande avant. Non, Ah bah non, si, nos députés- regardez la chronologie. Je peux vous assurer que c'est bien avant qu'ils se soient autodissous qu'ils ont décidé de le faire. Nos députés ont démissionné, ce groupe n'existe plus. Après qu'on l'a demandé, mais ils l'ont pas fait spontanément. A dit à son homologue azerbaïdjanais il n'y aurait pas de reprise des travaux parlementaires. Donc sanctions. Mais sanctions, il y a des avoirs de... Écoutez-moi. Des pays sont contre. Mais attendez, quand on bloque les avoirs des Syriens ou des Russes en France, on demande l'autorisation de l'Union européenne ? Non. Alors pourquoi on demande l'autorisation de l'Union européenne pour bloquer les avoirs de M. Aliyev, qui est multimilliardaire en France ? Moi, je veux bien qu'on parle du gaz, où là, on a besoin de l'accord de l'Union européenne. Hein. Mais non, vous plaisantez. Même pas 3%. Mais non. Moins de 5%. Mais 3%. Moins de 5%. 3%. Mais en fait, Je regarde rien les du chiffres tout. sont faux. Non, mais C'est rien l'Europe du n'est tout. pas dépendante du gaz azéri. Pas du tout. C'est quelques. Oui, mais il y a C'est pour ça que pays, symboliquement, on Hongrie, pourrait s'en passer. Roumanie, Voilà, alors, Italie, pardon qui de sont vous dire. dépendants. Ouais. Pardon de vous dire, mais les Arméniens sont chrétiens. Les Azéris sont chiites, musulmans chiites. Et curieusement, un pays comme la Hongrie, qui défend soi-disant les valeurs chrétiennes, est contre toute sanction. Mais c'est la Et le dépendance. pape, vous l'avez entendu parler de C'est la ce petit dépendance pays économique. chrétien martyrisé ? Non plus. Il y a beaucoup de mystères L'Italie dans non l'absence plus. de condamnation. L'Italie ne veut pas condamner. L'Italie est très dépendante du gaz azerbaïdjanais. Globalement, l'Europe ne l'est pas, mais ces pays le sont. Cet enjeu-là, il va être porté au niveau européen. La France, elle soutient depuis le début énormément l'Arménie. Elle la soutient d'un point de vue politique, c'est un soutien politique, et l'Arménie en a besoin de soutien politique. C'est un soutien économique, mais pas assez, je suis d'accord. Là, ça va être un des enjeux aussi du déplacement de Catherine Colonna aujourd'hui, c'est d'aller démontrer et d'aller... Je vais être un peu dur avec Catherine Colonna, mais franchement, elle est un peu, pardonnez-moi l'expression, un peu molle, me semble-t-il. Non, Jean-Jacques Bourdin, vous pouvez pas dire ça parce qu'on a vu... Je peux pas dire ça, moi j'ai l'impression qu'elle n'existe pas. Jusqu'à maintenant, pardonnez-moi, j'ai l'impression qu'elle n'existe pas. Non, on a vu la différence. On a vu la différence. La diplomatie ne se fait pas toujours avec une grande visibilité, mais je peux vous assurer que dans les instances internationales, c'est quand même la France qui 3 fois porte le sujet à l'ONU. C'est quand même grâce à la France qu'on a une mission. Mais est-ce qu'elle a eu lieu la résolution ? Aujourd'hui, la résolution à l'ONU que la France devait porter, est-ce qu'elle a eu lieu ? Non. C'est l'objectif de la France, mais encore une fois, alors maintenant qu'il n'y a plus d'Arménie en Artsakh, c'est un peu tard. Il ne faut pas être seul. Il faut qu'on ait les États-Unis avec nous. Il faut qu'on arrive à avoir d'autres pays en soutien. Et l'Allemagne, la France a réussi ça. Emmanuel Macron, Catherine Colonna, d'avoir aujourd'hui l'Allemagne qui a changé de position et qui se trouve aux côtés des Arméniens. Les Espagnols sont en train de le faire. C'est à plusieurs qu'on est fort, et il faut absolument que dans l'Union européenne, nous ayons beaucoup de pays qui prennent fait des causes et qui, là, sont en train de basculer. C'est dommage. C'est dommage parce que ces pays ont attendu effectivement l'exode des Arméniens du Haut-Karabakh pour prendre conscience de ce qu'est Ilham Aliyev, de ce qu'est ce tyran et de ce qu'il est capable de faire. Et c'est extrêmement important, mais demain, très concrètement, Jean-Jacques Bourdin, c'est la facilité européenne pour la paix. C'est un dispositif qui est aujourd'hui activé pour l'Ukraine, pour la Géorgie, pour la Moldavie, mais qui a été refusé par Joseph clairement Borrell. les choses. Est-ce qu'on irait intervenir ? Est-ce qu'on irait armer l'Arménie comme on a armé l'Ukraine ? Avant d'intervenir, est-ce qu'on va livrer enfin des armes à l'Arménie pour se défendre ? C'est ça le sujet. C'est l'objectif. Nous, on a augmenté notre coopération de défense. Mais vous êtes favorable à la livraison d'armes à l'Arménie ? Mais bien entendu, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire faire à l'Europe par le dispositif de la fête. Depuis quand il y a un attaché militaire en Arménie ? Depuis quand ? Depuis quelques mois. Depuis un an. Depuis un an. Depuis novembre. La guerre de 2020, c'était il y a 3 ans. On a mis 2 ans à nommer un attaché militaire français. Bah si, je peux vous le reprocher de tarder. Non. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, l'Artsakh est vide. Vous ne pouvez pas le reprocher à la France parce que d'autres pays ne le font pas. Est-ce que la France va livrer des armes à l'Arménie ? Est-ce que la France... Moi, je ne vais pas vous dire ça vous êtes député de la majorité. Est-ce que Mme Colonna va le dire cet après-midi ? Je vous dis simplement que... la coopération militaire, depuis l'attaque des 13 et 14 septembre en territoire 2022. arménien, 2022, en territoire arménien,
notre ministre de la Défense et le ministre de la Défense arménien se voient régulièrement, les équipes se voient pour définir les besoins. Ça a été pris en main 2 jours après l'attaque par Sébastien Lecornu qui a agi extrêmement rapidement. Est-ce que la France va livrer des armes à l'Arménie? Ce qu'il nous faut, c'est que l'Europe livre des armes à l'Arménie. Pour la France, c'est pas moi qui vous le dirai. Oui, parce que vous ne le savez pas. Il vous reste invité Monsieur Lecornu. Vous voulez pas le dire, Jean-Jacques Bourdin. Je ne suis pas ministre de la Défense. Et par contre, ce qu'il nous faut, c'est que l'Europe, comme elle le fait pour l'Ukraine, comme elle le fait pour la Géorgie, comme elle le fait pour la Moldavie, maintenant livre des armes à l'Arménie. Et ça s'appelle la facilité européenne pour la paix. Ça n'est pas moi toute seule qui le demande, c'est la France qui le demande, c'est Catherine Colonna qui va le demander, ce sont les députés qui le demandent. Et c'est voilà, on a ça, et la mission d'observation qui est là actuellement, il faut qu'elle soit étendue, qu'on ait plus de monde, qu'on ait pourquoi pas des internationaux et pas seulement des Européens, et qu'elle change de mandat, qu'elle ne fasse plus seulement de l'observation. Le drame de cette affaire pour moi, c'est que les parlementaires français et européens ont été très souvent impeccables sur l'Arménie. Ils n'ont cessé d'alerter, de demander, de faire des résolutions, de proposer des sanctions. Ça sera peut-être le cas dans quelques jours, d'ailleurs, grâce à des députés européens comme François-Xavier Bellamy ou Nathalie Loiseau. En France aussi, le Sénat a reconnu l'indépendance de l'Artsakh pour la protéger, l'Assemblée nationale. Les parlementaires ont été impeccables, les législatives étaient impeccables. Je suis pas sûr. Le problème, c'est l'exécutif européen et français. Et je suis pas sûr que tous les parlementaires soient favorables à la livraison d'armes. Majoritairement, c'est ce qui compte en démocratie. Si tous les exécutifs européens faisaient ce que fait la France, je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème. L'Europe, c'est beaucoup, mais c'est pas à réagir. On l'a vu même avec la crise ukrainienne. Il est 9h56 et à comprendre la situation sur le terrain. Il est 9h56. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Dans tous les cas, 9h56. Après les informations, Sud Radio Média, Valérie Expert et Gilles Gansman recevront Jérôme Baudouin, rédacteur en chef de la revue des Vins de France, et Christelle Chollet, chanteuse et comédienne. 9h56.